À la une de l'actualité ce soir, la présidence de la commission de la CEDEAO va être assurée par un Ivoirien en remplacement du Béninois Marcel de Souza. Ainsi en a décidé le sommet de l'institution communautaire ce samedi à Abuja. Les autres décisions importantes à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la papaye, ce fruit prisé par les Burkinabés, mais relativement peu produit. Et pourtant, les chercheurs de l'INRA, l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole, souhaitent contribuer à sa vulgarisation. Ils ont mis au point une variété à cycle court et rentable, une variété qui peut procurer aux producteurs des sommes importantes. On en parle dans cette édition. Dans cette édition, à l'étranger, à une semaine de Noël, 2 kamikazes ont fait irruption dans une église méthodiste à Quetta, ville de l'ouest du Pakistan à la frontière avec l'Afghanistan. Bilan provisoire, au moins 8 personnes tuées et une trentaine de blessés. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. C'est désormais un Ivoirien qui va assurer la présidence de la commission de la CEDEAO. Jean-Claude Brou remplace le Béninois Marcel de Souza. C'est une des décisions importantes du 52e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu ce samedi à Abuja. La rencontre au sommet maintient le cap de 2020 pour la création d'une monnaie commune pour la sous-région. Les autres décisions avec Jérémy Koulibaly et Yacouba Gamine. À l'exception du Gambien Adama Barrow, 14 chefs d'État de la communauté ont pris part à cette 52e conférence au sommet de la CEDEAO. L'Ivoirien Jean-Claude Brou sera le nouveau président de la commission à compter du 1er mars 2018. Sa nomination a été approuvée par les chefs d'État réunis à Abuja. Des chefs d'État qui se sont inquiétés de la crise en Guinée-Bissau, plongés dans une impasse politique et institutionnelle, avec le défi pour les pays de la CEDEAO de maintenir des troupes sur place. Nous avons en tout cas dit aussi bien à la CEDEAO qu'au président de la Guinée-Bissau que si nous devons rester dans cet engagement, nous serons obligés de retirer nos troupes parce que non seulement la CEDEAO nous donne de l'argent qu'on ne paye pas, mais en plus de cela, nous-mêmes nous avons des grands défis sécuritaires au plan national auxquels nous devons faire face. En tous les cas, la CEDEAO envisage des sanctions individuelles et collectives contre tous ceux qui constitueraient un obstacle à l'application de l'accord de Conakry en faveur de la paix. Sur la crise sociopolitique au Togo, les chefs d'État appellent à un dialogue politique pour la mise en œuvre des réformes politiques. L'accent a été mis sur le dialogue intérieur qui a commencé entre la majorité et l'opposition, et l'opposition et le gouvernement. Et on a demandé en tout cas que les efforts soient faits pour que cette concertation interne puisse avoir des résultats. La question de la monnaie unique CEDEAO a également été débattue par les dirigeants de l'espace communautaire. L'option a été toujours maintenue que 2020 doit être la date de la création de la monnaie de la CEDEAO, étant entendu qu'on le ferait de façon progressive en considérant que tous les pays qui pourront répondre aux critères de convergence vont commencer donc à battre la monnaie CEDEAO en attendant que les autres pays puissent se conformer et puissent intégrer donc le processus de cette monnaie-là. S'agissant de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, elle a été renvoyée sine die pour des études approfondies. La CEDEAO, qui se dit préoccupée par la problématique terroriste, envisage un sommet conjoint avec sa sœur jumelle, la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour le premier semestre de 2018. Un sommet consacré au terrorisme et aux crimes transnationaux. Instruction a été donnée par les chefs d'État à la Commission pour la préparation de cette échéance. À Abuja, le président du Faso a pris part avec ses pairs du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger le 13 décembre dernier à Paris, aux côtés du président Emmanuel Macron, de certains dirigeants de pays européens et du Golfe, à une réunion du soutien au G5 Sahel. La rencontre avait pour objectif de faire le point de la mise en œuvre des troupes de la force conjointe au niveau du G5 Sahel, mais aussi de mobiliser des ressources additionnelles en faveur de cette force. Rochmar Christian Kaboré revient sur les conclusions de la rencontre de Paris.
Cette réunion avait pour objectif d'une part de pouvoir faire le point de la mise en œuvre, je dirais, des troupes que nous devons, de la force conjointe que nous devons mettre en place au niveau du G5 d'une part, et d'autre part de pouvoir non seulement mobiliser des ressources additionnelles en faveur du G5 et définir le cadre juridique dans lequel ces financements-là peuvent être consommés. D'abord, concernant la mise en place de la force conjointe, la décision a été prise d'accélérer la mise en place de cette force conjointe le plus rapidement possible. Le second aspect, nous avons décidé que toutes les ressources doivent être consacrées au secrétariat général du G5, parce que la question qui s'était posée de savoir bien, vous demandez de financer le G5, mais où devons-nous, avec qui devons-nous discuter? Donc nous avons défini maintenant le point focal, ça sera le secrétariat général du G5, et en tout cas nous avons eu des engagements de certains pays du Golfe, et il est prévu que la grande réunion pour la mobilisation des ressources, aussi bien pour la force conjointe que pour les questions de développement dans les pays du G5 puisse avoir lieu en février 2018. Donc ça, c'était les conclusions de la première rencontre que nous avons eue à Paris. Ce sont des propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Jérémy Koulibaly et Yacouba Gamené. Et avant de poursuivre, on apprend ce soir que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, sera à Tawa, au Niger, le lundi 18 décembre 2017, où il participera aux festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance du Niger. Tout comme le Burkina Faso, le Niger célèbre de façon tournante la célébration de son indépendance, et c'est Tawa, chef-lieu de la région de l'Ader, qui a été choisi par les autorités nigériennes pour la célébration de l'édition de 2017. Le Premier ministre Paul Kaba-Tieba est à Tougan. Il a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la ville de Tougan ce 16 décembre. Cette sortie du chef du gouvernement burkinabé a permis aussi d'échanger avec les forces vives de la région. On fait le point avec Yacouba Gamené. Le financement des projets de bitumage des routes Tougan-Waïgouya et Tougan-Niou est désormais acquis. Une bonne nouvelle accueillie par la population à l'occasion de la visite du Premier ministre Paul Kaba-Tieba dans cette ville. Une visite de courtoisie qui a permis au chef du gouvernement de demander davantage le soutien et la bénédiction aux différentes autorités coutumières et religieuses de la localité dans l'œuvre de construction du Burkina Faso. Il y a beaucoup de travail. Le Burkina Faso est un pays là où nous avons besoin de faire des transformations. On doit faire des transformations dans le domaine de l'agriculture, pour que l'agriculture soit plus prospère, pour que les populations puissent manger à leur faim. On doit faire des transformations dans le domaine de l'élevage, pour que l'élevage produise beaucoup plus de richesses, pour que les vaches produisent plus de lait, pour que les bœufs produisent plus de viande, pour que les produits écoulés aussi produisent plus pour qu'on puisse vendre. Et également, on doit faire des routes, on doit faire également des projets d'électricité, on doit construire des hôpitaux. Tout ça, c'est un vaste chantier. Pour Paul Kaba-Tieba, les chantiers sont nombreux et le gouvernement a besoin d'une union sacrée des populations pour atteindre les objectifs de développement. Si le projet de bitumage de la route de Dougou-Tougan avance, celui concernant le tronçon Tougan-Thomas-Didir accuse un retard. Au-delà des efforts de transformation des produits agro-silvopastoraux, ces travaux de désenclavement de la province du Sourou vont permettre de booster l'économie et de favoriser les échanges commerciaux. On reste dans l'ouest du Burkina et cette fois-ci direction Bobo-Dioulasso, où le président de l'Assemblée nationale poursuit sa visite dans cette région. À Bobo-Dioulasso, par exemple, Alassane Bala Sakandé a rencontré les forces vives de la région des Hauts-Bassins. À l'occasion, il a invité les populations à la retenue et à la solidarité pour mieux se concentrer sur les questions de développement. Le point avec Rachid Sawadgo. Le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des forces vives de la région des Hauts-Bassins, Alassane Bala Sakandé, passe ici en revue les maux qui minent la société burkinabé, de l'insécurité à l'incivisme en passant par les grèves.
Il a aussi proposé la conduite à tenir pour un Burkina prospère. Nous faisons face au terrorisme, nous faisons face à un incivisme grandissant, nous faisons face à des grèves tout azimut. Et j'ai dit, les revendications ne peuvent pas continuer ainsi. Ce serait souhaitable que nous ayons un moratoire, que nous fassions une halte, que nous puissions donner. Les ressources du Burkina ne sont pas illimitées. Et on ne peut pas tout avoir ici et maintenant. Et donc nous pouvons essayer de contingenter les choses de façon à ce que ceux que nous avons élus puissent travailler pour la prospérité de ce Burkina. Portée par la PMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, cette rencontre entre dans le cadre du bilan des 2 ans de la gouvernance du président Rochman Christian Kaboré. Nous avons eu un soutien formidable avec la présence d'à peu près 5 ministres et presque tous les députés de la région des Hauts-Bassins. Je pense que de tous bords, quand je dis de tous bords, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, tous les députés et les ministres également du parti majoritaire sont venus ce matin pour nous accompagner. C'est la première fois que la PMP mène une telle activité à Bobo-Dioulasso. Au vu du soutien engrangé de part et d'autre, elle compte multiplier ses actions afin de mieux soutenir le chef de l'État dans son programme. Merci. Alassane Sakandé, qui renonce à la moitié de son salaire de base pour venir en aide au centre qui accueille des enfants en difficulté dans la ville de Bobo-Dioulasso, mais ailleurs au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale qui a fait l'annonce ce samedi sur place à Bobo s'est donc rendu dans ces 3 établissements pour témoigner sa solidarité avec les pensionnaires. Rachid Sawadgou. C'est au service de pédiatrie préventive et sociale du centre hospitalier universitaire Souro Sanou que la visite commence. Après l'accueil et les salutations d'usage, le directeur général fait des doléances à son ordre du jour avant de présenter le CREN à la délégation. C'est une visite très importante pour nous. Nous le remercions beaucoup parce que nous connaissons beaucoup de difficultés et nous espérons que sa venue dans notre centre va nous permettre de résoudre nos difficultés, nos problèmes. Nous le remercions beaucoup pour le geste qu'il a eu à faire et nous espérons que les doléances que nous avons eu à poser seront vraiment prises en compte et qu'on va avoir une solution à nos problèmes. La visite se poursuit dans 2 orphelinats de la ville. Le centre d'accueil des enfants en situation difficile, le nid du secteur 24 et le village SOS d'enfants du Burkina Faso. Et pour nous, c'est une visite qui est venue et qui encourage l'ensemble du personnel parce que c'est un travail qui se fait avec beaucoup de sacrifices. Et voir une autorité qui passe, saluer, voir le travail, ça c'est encourageant et nous invitons tous les Burkinabés à faire aussi la même chose. Et si chaque Burkinabé, ne serait-ce, comme je dis, chaque Burkinabé pouvait faire un geste à quelque niveau que ce soit pour ses enfants en difficulté, pour ses enfants en détresse, et je pense que nous aurons aidé toute la nation entière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en toute modestie, j'ai en tout cas pris la décision de pouvoir accorder 50% de mon salaire de base pour pouvoir venir en aide à ces orphelinats au niveau du Burkina Faso. À chaque centre visité, le président de l'Assemblée nationale a fait don d'une enveloppe financière d'1 million de francs CFA et des promesses de soutien pour une bonne marche de ces structures. Quelques soucis techniques avec cet élément, toutes nos excuses. Eux également accueillent des enfants orphelins ou abandonnés. Les villages SOS Enfants travaillent depuis 2 décennies au Burkina Faso à redonner espoir à ces enfants en difficulté. Dans ces centres, de villages bénéficient de l'affection, de la protection, mais aussi d'un suivi. Urbain Benito Sommet, Nathalie Sawadgo. Pascaline Comporé est l'un des enfants dont la vie illustre SOS Village d'enfants. Accueillie à 5 ans, c'est en 2012 qu'elle a quitté le centre.
L'obtention du poste que j'occupe aujourd'hui dans l'administration publique a été facilitée par un atout. Il s'agit des formations en technique de recherche d'emploi, des formations en entrepreneuriat, des formations en développement personnel, etc. que j'avais reçues pendant mon séjour à SOS. En 20 années d'engagement, le centre a vu passer 40 000 enfants. De nos jours, plus de 2000 tout-petits y sont pris en charge. Que d'œuvres accomplies, que d'enfants libérés, et ce, avec l'appui de SOS France. D'où la décision du Conseil des ministres dernier d'accorder la reconnaissance au centre comme association d'utilité publique. Notre disponibilité est entière pour accompagner votre département à la résolution des problèmes de l'enfant en difficulté et rappeler notre demande de mise à disposition d'un certain nombre de personnels pour que nous puissions encore mieux exécuter notre mission. Je voudrais aussi me substituer aux responsables de SOS Village d'Enfants Burkina Faso, lancer ainsi un appel à soutenir SOS Burkina. D'aucuns croiront les différentes subventions suffisantes, elles ne sauraient l'être aujourd'hui quand il existe des enfants vivant dans la rue, des enfants sans famille, des enfants dans des conditions extrêmes de survie. Une demande qui va, à n'en pas douter, trouver une réponse au regard des engagements pris par le ministre en charge de l'action sociale. La question de l'enfance étant une des missions que nous avons au niveau de notre département, donc nous devons de venir soutenir SOS Village d'Enfants et tous ses partenaires pour toutes les actions qu'ils mettent en œuvre dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants. À l'occasion, Lord Zongo a remis des vivres, des couvertures, des nattes et des moustiquaires aux enfants. L'ONATEL qui accompagne SOS Village depuis 6 ans, avec d'autres structures, ont remis respectivement des chèques de 2 millions et de 5 millions de francs CFA. Au Sahel du Burkina Faso, ce sont des réalisations de l'Autriche en faveur des enfants qui sont évaluées. Un exercice de redevabilité entrepris par des journalistes africains au fait des questions de développement. Ils se sont particulièrement intéressés aux actions de lutte contre le mariage des enfants. Lazare Sanou, sur place à Dori. Le réseau des journalistes africains pour la coopération et le développement est dans le Sahel. Il est venu constater de visu les réalisations du peuple japonais et la coopération autrichienne, et cela en collaboration avec UNICEF. La région bénéficie de réalisation d'infrastructures scolaires. Voilà, il y a la construction d'écoles, des salles de classe. Il y a, avec équipement bien sûr, il y a également des activités de renforcement et de capacité au profit des enseignants. L'école primaire de Goudoubo accueille des enfants réfugiés. À ce titre, elle bénéficie de l'aide des peuples japonais et autrichiens. Vous voyez les deux bâtiments que je vous ai présentés comme réfectoire. Il a fallu que l'UNICEF nous dote un tablement pour pouvoir accroître l'offre éducative à ce niveau. Et l'impact, ce n'est pas seulement au niveau de l'offre, mais aussi au niveau des conditions même d'apprentissage qui sont améliorées au niveau des élèves, notamment à travers la distribution de lampes. Le retour volontaire des parents dans leur pays d'origine perturbe le cycle scolaire des élèves réfugiés. Il faut se dire vraiment que c'est vraiment une grande difficulté pour nous et pour les élèves qui continuent l'école et à milieu de l'année, les parents prennent le retour facilité pour aller au Mali. Plusieurs jeunes réfugiés et populations autres sont formés en mécanique, couture et teinture. La coopération, à travers le projet Mwangaza Action, lutte également contre le mariage précoce des jeunes filles dans le Sahel. L'aide autrichienne et japonaise est évaluée à environ 112 millions de francs CFA pour l'année 2017 pour le compte de la région du Sahel. Un mot de politique dans ce journal, ce bilan d'autosatisfaction dressé par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle sur les 2 ans de mise en œuvre du programme du président Roch Marc Christian Kaboré et du PNDS. Ce samedi, les responsables de l'Alliance ont sans embâche indiqué que les lignes ont bougé. On fait le point avec Gérard Sommet et Nyarki Teda. C'est une rencontre des chiffres. Simon Compaoré et ses camarades de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle,
présente avec fierté les actions réalisées en 2 ans dans 17 secteurs d'activité. En ligne de mire, la promotion de l'emploi. Les programmes spéciaux d'auto-emploi pour les jeunes et les femmes ont permis de financer plus de 13 000 micro-projets. À cela s'ajoute la promotion de l'auto-emploi par les fonds nationaux. 5 840 projets ont été financés pour un coût global de 5 milliards 900 millions de francs CFA. Et avec insistance, l'orateur fait remarquer le recrutement spécial de 2500 policiers pour cette année 2017. En 2016, le nombre de recrutements à la fonction publique est passé de 10 000 à 18 000. Et ce n'est pas tout. Dans le domaine des services sociaux de base, 54 milliards de francs CFA ont été injectés pour la gratuité des soins. 62 CSPS ont été réalisés, 24 autres transformés en centres médicaux, le tout accompagné de la déconcentration des spécialistes dans les régions sanitaires. 2900 salles de classe ont été construites, soit pour remplacer les écoles sous Payotte, soit pour normaliser certaines écoles. À cela, il faut ajouter la réalisation de 407 CG, 34 lycées et 33 complexes scolaires en 2 ans. C'est de l'inédit selon l'APMP et il faut expliquer tout cela aux militants. Toutes les réalisations, là, nous pouvons dire où se situent ces réalisations, parce que tout cela a été positionné sur la carte. Donc aujourd'hui, je défie quiconque de dire qu'on a fait du surplace. On a bougé. Les lignes ont également bougé dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie, des infrastructures, de la défense et de la sécurité. Bref, la liste n'est pas exhaustive. L'APMP place 2018 comme une année de grandes réalisations et changera de fusil d'épaule avec au centre une grande campagne de communication. Et sur la crise à Saponné, le président par intérim du MPP dément toute manigance ou intrigue de son parti dans l'escalade de la violence. Violence qui a conduit le Conseil des ministres du 14 décembre dernier à procéder à la dissolution du conseil municipal de la ville et la mise sous délégation spéciale la commune. On écoute Simon Compaoré. Pour ce qui concerne Saponné, c'est déplorable. Mais vous dites que le gouvernement a pris ses responsabilités. Saponné, le conseil municipal a été dissous, et bien dissous. Parce que ce que les populations de Saponné attendent, ce n'est pas le triste spectacle que les conseillers et certaines personnes montrent là-bas. Je crois que les populations doivent être découragées de ce qui se fait là-bas. Nous avons repris les élections en pensant que les gens allaient changer de façon de voir. Aller faire en sorte que Saponné, qui est une commune reconnue, connue, même en dehors de nos frontières, puisse effectivement surfer sur cette image-là pour produire plus, pour améliorer la qualité de vie des femmes et des hommes de cette commune rurale. Mais hélas, l'ambition démesurée de certaines personnes ont fait que finalement, on était obligé de prendre des mesures. Si on en vient à brûler une mairie, à s'attaquer aux gens dans tout ce qui est l'essentiel de leur vie, vous voulez qu'on laisse regarder? Non, on va être très ferme et on va continuer à être ferme parce qu'on n'a pas élu les gens pour qu'ils aillent faire le spectacle qui nous a été donné de voir là. C'est pour travailler avec le peuple, bouger avec le peuple, aller dans la direction que le peuple souhaite là. Mais si c'est le contraire, le gouvernement continuera à prendre ses responsabilités. En tout cas, c'est une situation déplorable et je crois que les politiques aussi sauront prendre aussi, comme le gouvernement, leur responsabilité. Tous ceux qui ont eu à commettre des exactions dans cette commune-là, les enquêtes devront permettre de les identifier et qu'ils soient sanctionnés. Il y a des textes. Tous ceux qui ont brûlé la mairie, ça ne va pas rester impuni. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes là.
et on va connaître les responsables et ils vont passer devant le juge et le droit sera dit. Ceux qui sont partis brûler la maison d'autres personnes, ben, les enquêtes, les gens ont déposé des plaintes et les enquêtes vont être faites. Et le droit sera dit. Tous ceux qui sont coupables, qui sachent là, qu'il n'y aura pas d'impunité dans cette affaire-là. Dans l'actualité ce soir, l'université de Ouagadougou Joseph Kizerbo rend hommage à 4 de ses enseignants admis à la retraite. Un hommage très appuyé de toute la communauté universitaire ce 15 décembre, empreinte d'émotion, mais aussi le parcours et les hauts faits de ces enseignants ont été rappelés. Gérard Sommet, Yarkitida. La communauté universitaire rend ici hommage à 4 éminents enseignants des sciences juridiques et politiques de l'université Ouagadougou. Benoît Kambou, Paul Kemde, Larba Yarga et Kourita Sanvidi viennent d'être admis à la retraite après plus de 30 ans de service rendus à la nation et à l'université en particulier. Ils font partie vraiment des piliers de notre institution. Bon, ce départ va certainement laisser un vide parce que il y a beaucoup de collègues qui ont été recrutés, mais un assistant ne remplace pas un professeur titulaire qui s'en va. Parce que pour les 4 qui s'en vont, nous avons 3 agrégés en droit public. Normalement, on devrait en avoir une dizaine. Voilà, ça veut dire que la relève de ce point de vue n'est pas assurée. Donc nous allons certainement sentir leur départ. Pas parce qu'il n'y aura pas d'enseignants pour les remplacer en classe, mais parce que les enseignants qui les remplaceront ne peuvent pas encore être de ce niveau. Pour ces 4 baobabs de l'UFR SJP, désormais à la retraite, ils reçoivent ces hommages sous forme de reconnaissance. Je suis satisfait d'abord de l'esprit de famille qui a prévalu au sein de notre UFR. Et comme l'a dit Nikima Kouliga, il y a des UFR qui nous envient cette atmosphère familiale qui règne chez nous. Et ça facilite le travail, ça stimule le travail et tous ceux qui sont là, ben, c'est vraiment de cœur et on n'a pas d'animosité les uns envers les autres. Ça, c'est une très bonne chose. À l'occasion de cette cérémonie, des vœux de succès, de santé, de paix et de respect des franchises académiques ont été formulés à l'endroit des étudiants et aux enseignants par les 4 juristes honorés. On en vient à notre dossier de ce journal. La papaye, un fruit prisé par les Burkinabés, mais relativement peu cultivé. Et pourtant, les chercheurs de l'INIRA, l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole, souhaitent contribuer à la vulgarisation de la papaye. Ils ont mis au point une variété à cycle court et rentable, une variété qui peut procurer aux producteurs des sommes importantes. Visite guidée du champ sémencier de l'INIRA avec Amadou Lougué. Jour de récolte au champ sémencier de papaye. Un verger de moins d'un quart d'hectare avec 500 pieds de papaye, un champ école créé par les chercheurs de l'INIRA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles. Dans le champ que nous sommes actuellement, l'objectif est de produire 5 kg de semences. Dans 5 kg de semences, on peut couvrir 100 hectares de verger. La première ressource indispensable au papayer est l'eau. Au moins 6 litres d'eau chaque 2 jours et par plante, assortie de matières organiques bien décomposées. Et tous les endroits sont bons pour cultiver la papaye. Ne cherchez pas de grandes surfaces. La cour que vous avez déjà, si ça peut accueillir 5 papayers, 1 papayer, 10 papayers, vous allez voir que vous allez pouvoir vendre la papaye. Les eaux de lessive, des toilettes et de la vaisselle peuvent être utilisées à nourrir vos plantes. Mais l'eau très savonneuse ou trop huileuse est à éviter. Les eaux trop huileuses, il faut les décanter avant de le mettre au papayer. Voilà. Mais l'eau trop savonneuse, il faut éviter. Donc la première eau de lessive, il faut la jeter. L'eau de rinçage, on la met au papayer et il n'y a pas de problème. Si toutes les conditions sont réunies, la culture de la papaye est très rentable.
selon les chercheurs. Si je vous dis que c'est rentable, vous allez dire c'est parce que je suis dedans. Mais je peux vous dire que dans ce petit verger que j'ai de 500 pieds, tous les jours, je peux m'offrir une centaine de mille francs en vendant rien que les fruits. Et ici, je peux cueillir les papayes tous les jours. Cette variété de papayes a un cycle de production assez réduit. Après les semis, 6 mois sont suffisants pour déjà commencer à récolter les premiers fruits. À partir du 6e mois, on peut cueillir les fruits 3 ans de suite. Maintenant, c'est la hauteur de la plante qui va limiter la cueillette parce que c'est une plante qui a un faux tronc parce qu'à l'intérieur c'est creux. On ne peut pas le grimper pour cueillir les fruits. Et à un moment donné, la cueillette peut être périlleuse parce que le fruit ne doit pas tomber. Le fruit de papaye ne doit pas être choqué. C'est comme des œufs. Si ça tombe, ça se casse. Au mûrissement, ça va pourrir. L'INERA espère contribuer à vulgariser la production de la papaye partout au Burkina Faso. Les graines de papaye traitées dans ce laboratoire sont directement vendues aux producteurs ou alors transformées d'abord en pépinière à l'intérieur de ce dispositif. 8 personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées ce dimanche 17 décembre dans un attentat suicide contre une église méthodiste au Pakistan. Une attaque contre une église au Pakistan a fait au moins 9 morts. 2 terroristes kamikazes ont tenté de pénétrer dans le bâtiment alors qu'avait lieu la messe. L'un d'eux a été abattu par la police, mais l'autre a pu entrer et s'est fait sauter dans l'entrée de l'église. Cet homme explique que des coups de feu ont aussi été tirés et que l'attaque a eu lieu alors que l'office était déjà bien commencé. Il y a des morts et plusieurs blessés, raconte-t-il. L'attentat a eu lieu contre l'église méthodiste de la ville de Quetta, capitale de la province très instable du Balouchistan. En temps normal, environ 250 fidèles assistent à la messe du dimanche, mais à une semaine de Noël, l'affluence était plus grande et 400 personnes étaient présentes, selon le ministre de l'Intérieur, qui se félicite que l'un des kamikazes ait été abattu, évitant ainsi un bilan beaucoup plus grave. Nous sommes dimanche et dimanche, c'est le sport sur la RTB. Lassina Sawadgo nous a rejoint pour Dimanche Sport. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Ce soir, on va parler du Faso Foot qui a livré son verdict à l'issue de la 11e journée disputée vendredi et hier samedi. Le moins qu'on puisse retenir, c'est que l'USCO a enregistré pour l'occasion sa première défaite de la saison et que Salitas reprend le trône. Tout à fait. L'USCO donc a réussi sa première défaite de la saison. C'était le samedi du côté de Bobo Dioulasso, mais avant Fousseni, Salitas a gagné en deuxième heure au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. On verra donc les images du premier match au stade municipal entre l'AS Police et l'ASFA Yenega. L'ASFA Yenega qui a ouvert le score grâce à Zakari et Gafarou en première période. J'espère que les images vont arriver. Donc l'ASFA Yenega, je l'ai dit, qui a ouvert le score grâce à Zakari Gafarou en première période et puis l'égalisation de l'AS Police en seconde période. C'était le match de la peur Fousseni et Kindo parce que ces deux équipes-là sont véritablement menacées. Actuellement, tout proche de la zone rouge et puis en seconde heure maintenant, Salitas qui a repris sa marche en avant. En venant au bout de l'Union sportive de Ouagadougou, qui a eu le record 9 matchs nuls pour l'USO et qui a enchaîné là grâce à sur ce match face à Salitas, sa deuxième défaite de la saison. Et puis Fousseni, un match de Salitas, une ouverture du score de Draman Salou. Vous comprendrez pourquoi je parle de ce garçon. Draman Salou qui a ouvert le score, c'est le joueur AGSB du mois de novembre. L'égalisation du joueur de l'USO, il s'appelle Herman Nikema. Et puis en seconde période, Ismaël Zagré donne donc le but de la victoire à Salitas qui reprend à l'occasion les commandes de ce Faso au foot 2017-2018. Grâce à son goal average de plus 6, contrairement à l'USCO qui a plus 5. Tout à fait. Et vous l'avez dit également, c'est une première, la JSB,
qui distingue le joueur de Salitas comme joueur du mois de novembre et son prix lui a été remis ce samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Tout à fait, tout à fait. On nous signale que les images ne sont pas prêtes, mais sachez que Draman Salou a été élu joueur AJSB. AJSB, c'est l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso qui ont trouvé cette façon-là de stimuler les joueurs du Faso Foot. Draman Salou est le premier élu. Il a 4 buts maintenant parce qu'il a marqué hier. Il a 5 passes décisives. Fousseni, c'est un joueur qui a une marge de progression très très importante. On aurait dû écouter Draman Salou et Salifou Guigman, le vice-président de la GSP, mais je pense que ce n'est que partie remise. Demain, c'est lundi, on pourra revenir sur cela. Il faut noter aussi, Fousseni, la victoire de l'USFA Bobo Dioulasso devant l'ASFB, défaite, je l'ai dit tout à l'heure, de l'USCO devant Bobo Sport, 2-0. Le SK aussi, qui était vaincu jusqu'à présent, est tombé du côté de Saponé devant Majestic, 1-0. À noter la victoire du RCB devant la GEP, 1-0. Et puis vendredi, Raïmo était venu à bout de l'AS Sonabel sur le score de 1-0. Oui, la Sina, on va terminer avec le derby de Koudougou entre le BPS et la SEC qui a eu lieu cet après-midi même. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? On peut retenir que ce derby qui attise les convoitises du côté de la cité du Cavalier Rouge entre le BPS et la SEC de Koudougou à l'occasion de cette 9e journée de la 2 dans la poule B. Un face-à-face en griffe à coucher d'une souris parce que ils sont répartis dos à dos les deux clubs. Un but pour le BPS, un but pour donc la SEC de Koudougou. Mais je pense qu'ici, les heureux gagnants Fousseni, il faut signaler, ce sont les deux équipes parce qu'elles ont reçu de la part de M. Amadé Bereoudou, le président de l'AJCK. C'est un club cycliste burkinabé qui est basé à Koudougou. 1 million de francs CFA pour chaque équipe. Et puis 18 paires de chaussures que le monsieur a bien voulu remettre à chaque équipe. Et 100 000 francs à chaque comité de supporters. Il y avait du beau monde du côté du Stade Batébo Balibié pour ce derby. On verra les images sans doute demain à l'occasion du magazine des sports qu'on va vous présenter. Tout à fait. Rendez-vous est pris pour demain 21h. Pour demain 21h, oui. Mais avant, demain déjà à partir de 7h à RTB Matin, Aboulaye Kavori sera là pour donner quelques informations avant le grand show de 21h. Lassina Sawadgo, merci d'être venu. À dimanche prochain pour Inch'Allah. Un autre dimanche de sport. Tout à fait. Merci. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.